Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti pour la fac de 2022. La dernière fac remonte à plus de 13 mois, donc au niveau du sommaire de cette vidéo, on va très rapidement regarder ce qui s'est passé sur 2021, donner quelques chiffres parce que je sais qu'il y en a toujours que ça intéresse. Ensuite, on va bien évidemment parler de 2022 et on terminera par une petite série de questions-réponses que vous avez pu poser sur les réseaux sociaux. Rétrospectivement donc, pour revenir sur l'année 2021, la première vraie révolution, c'était la fac du mois de janvier dans laquelle je dévoilais le nouveau studio de FWS. Donc ça a été aussi bien une révolution professionnelle que personnelle puisque je ne vis plus sur ce lieu-là et en termes d'épanouissement, c'est beaucoup plus cool. Aussi bien pour les monteurs qui viennent ici, où on est dans un vrai cadre sur lequel on peut créer, proposer des nouveaux contenus, améliorer la qualité et aussi tout simplement se poser humainement pour savoir justement qu'est-ce qu'on a envie de faire en termes de fil éditorial pour la chaîne. Ça a été l'année sur laquelle la chaîne a proposé le plus de rapports de bataille montés avec 4,6 millions de vues sur YouTube, toujours répartis à 98% d'hommes et 2% de femmes. C'est un petit peu comme le Seigneur des Anneaux avec les nains. Par contre, la vraie révolution aussi, c'est le fait d'avoir migré une grosse partie des lives sur Twitch avec pas moins de 490 heures, donc clairement un deuxième travail pour aller créer cette nouvelle communauté du Wargame au sein de cette plateforme. Pour maintenant donner un petit peu de visibilité aussi justement sur l'audience du Wargame avec FWS, parce que je sais que ça intéresse certains, notamment pour pouvoir justement s'identifier aussi à cette communauté-là. Comme je disais, 98% d'hommes, 2% de femmes, clairement on va pas dans le Wargame pour ça, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'on a plus de 50% justement de l'audience qui fait partie de la tranche 25-35 ans, que derrière on a 27% de 35-45 ans, et pour finir justement du 15-25, et après ça part justement dans les deux sens de la courbe. Donc une communauté quand même assez mature, c'est qu'en tout cas moi j'aime avoir comme communauté tout simplement des gens qui sont des jeunes adultes ou des adultes mais qui aiment en tout cas justement cette passion du hobby, quels que soient justement les différents aspects, mais une vraie communauté dans laquelle on peut s'identifier. Maintenant, pour sortir un petit peu de ces chiffres et tout simplement justement de l'analytique qu'on va avoir au niveau des vues, ce qui a été intéressant aussi sur 2021, c'est de se rendre compte que le Covid n'était clairement pas derrière nous. Ça a été le décalage malheureux des French Wargame Day, donc justement de l'événement massif francophone, tournoi Warhammer 40 000, Age of Sigmar et aussi plein d'autres jeux qui s'est vu décaler à juin prochain. Aussi malheureusement les reliquats justement de cette crise avec des soucis de livraison jusqu'à au moins le milieu d'année, pas mal d'augmentation aussi des prix quels qu'ils soient, c'est-à-dire soit sur certains produits Game Workshop, soit aussi justement sur tout ce qui peut toucher hobby avec l'augmentation des prix des containers, certains Kickstarter qui ont explosé par rapport à ça, des très très beaux projets menés par Mythic Games par exemple. Il faut aussi retenir bien évidemment la réussite de Tale of the Rift, le jeu qui a été justement notamment co-créé par Pride, par Nico justement que vous connaissez sur la chaîne pour avoir mis en avant la communauté des Age of Sigmar au sein de celle-ci. Et enfin, un finish en apothéose avec tout simplement le SAM, le Stream Against Mucoviscidose. Clairement, ça reste mon plus beau souvenir de l'année avec justement votre générosité mis au service d'une grande cause, à savoir la lutte contre la mucoviscidose avec justement 72 heures de stream. En plus de ça, dans un lieu magnifique sur l'eSpot de Paris où vous avez clairement répondu présent et vous avez donné une super image de notre communauté. Donc encore une fois, un grand merci à vous pour ça. Par rapport au spectre de l'international, beaucoup d'événements annulés. On avait par exemple le LVO, le Las Vegas Open qui avait été annulé et qui justement s'est déroulé il y a quelques semaines. On avait bien évidemment aussi les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar à Milan au mois de septembre qui a été justement un souvenir énorme. On est parti avec Eltion et Pride et ça a été génial. On avait une très belle équipe de France par rapport à ça et en plus ça a été aussi justement une vraie migration sur Twitch, notamment pour les lives où pareil vous nous avez un petit peu suivi sur la plateforme et c'était super cool. Et ensuite une expérience pour ma part à l'international, vraiment une belle visibilité qu'a pu avoir la communauté française, a donné aussi la communauté française justement avec beaucoup de bienveillance de votre part, donc encore une fois un grand merci, avec les SN No Retreat Legends, c'est-à-dire un événement à Gibraltar sur lequel justement j'ai pu participer pour représenter la France autour du Wargame. Et je clôturais 2021 en vous représentant l'équipe bien évidemment. Déjà on a Eltion qui est passé chef monteur, donc qui pilote la plupart justement des releases de vidéos, et aussi l'accueil de Benjamin alias Coco qui est justement un des deux nouveaux monteurs de la chaîne et ce qui porte justement l'équipe à 3 avec ses deux monteurs plus moi, sans oublier bien évidemment les 4 pattes d'Achille. Je précise qu'il est décédé depuis 2004 et que je l'ai laissé là parce que... Oh non. le pauvre. Pour maintenant parler de la transition 2021-2022, puisque clairement 2022 est déjà bien commencé, ou en tout cas on a déjà fait pas mal de petits projets, donc ça c'est plutôt cool. Ça a été encore une fois justement la fin de l'euphorie de l'événement contre la mucoviscidose. Vous m'avez rendu super fier de la communauté et je voulais vraiment encore une fois vous remercier pour ça. C'est très galvanisant pour justement insuffler encore de l'énergie, des nouveaux budgets, des nouveaux projets pour justement continuer de divertir sainement la communauté pour 2022. Donc déjà cette année ça a été en tout cas un pas de plus avec le partenariat avec Game
Game Workshop. Le fait que vous avez pu le voir sur les dernières nouveautés, ils nous préviennent bien plus en avant, donc c'est beaucoup plus confortable de travailler avec eux pour créer du contenu de qualité, avec bien évidemment justement des vidéos, en tout cas des codex review le jour de la préco et un rapport de bataille la semaine qui s'ensuit, donc quelque chose de très positif qui est encore une fois beaucoup plus confortable pour nous, c'est-à-dire fini les nuits blanches, le fait de pouvoir travailler dans un cadre un petit peu plus sain par rapport à ça, c'est déjà un vrai plus, et aussi même de leur côté, une vraie reconnaissance par rapport à la communauté française et aussi par rapport aux médias qu'est French Wargame Studio. Ce début d'année, il y a aussi le retour des top 8, en tout cas du top 8 de Warhammer 40 000, c'est-à-dire un tournoi organisé sur un week-end dans lequel certains joueurs viennent défendre leur faction en faisant une série de 7 rapports de bataille. Ça va aussi arriver pour Warhammer Age of Sigmar sur le week-end du 4 mars. Encore une fois, c'est pas nécessairement parler de compétitif sur la chaîne, peut-être d'un jeu un petit peu plus sérieux, ou en tout cas, toujours en montrant justement un esprit fair play, montrer des joueurs qui vont vraiment au bout de leur liste, au bout de leur codex, au bout du 5e tour de jeu, pour justement aller chercher dans les tripes de leur livre d'armée ce qu'ils peuvent sortir. En plus de ça, le dernier top 8 aussi permet justement de tester le nouveau setup de live avec des caméras pilotables, énormément de réinvestissement qui a été fait aussi justement sur cette année par rapport au parc informatique qui a eu avec près de 3500 € de réinvestissement de caméras pour justement avoir des caméras qui permettent même en live finalement de proposer un setup un petit peu inédit sur lequel on va se retrouver plus près des figurines avec une meilleure vision aussi bien immersive pour ceux qui aiment rêver que justement stratégique avec un vrai point de vue macro aussi bien justement sur les figurines qu'au-dessus des figurines pour vraiment montrer justement ces petits détails qui peuvent faire la différence. L'idée par rapport à ces top 8 ou à ce genre d'événements qu'on pourrait proposer en live, c'est déjà tout simplement d'animer en direct vos week-ends ou vos soirées, tout simplement accompagner les gens soit sur leur télé ou alors tout simplement en mode un petit peu radio quand ils sont en train de peindre, et aussi de pouvoir vous faire découvrir à chaud les nouveautés. Par exemple sur Warhammer 40 000, ça a été fait sur le dernier top 8 avec le Chapter Approve 2022. Peut-être que sur Age of Sigmar, ça sera l'occasion de découvrir les 2 prochains Battle Tomb. Ces émissions type top 8 vont aussi montrer justement le retour des lives hebdomadaires. Alors ça sera plus le jeudi maintenant, ça sera le mercredi en direct sur Twitch à partir de 20h30 avec une rediffusion sur YouTube le lendemain, donc le jeudi. Ces émissions seront vraiment des talk shows puisque je trouve que c'est un format qui manquait en tout cas sur la scène francophone par rapport à ça et vont dans le sens en tout cas de découvrir ensemble certains sujets, certains dossiers qu'on a envie de creuser pour vous et pourquoi pas avec vous, mais en tout cas d'avoir ce petit créneau qui nous permet justement de montrer soit des listes intéressantes, soit le méta ou alors tout simplement la découverte d'associations ou de rapports de bataille. Donc pour vous donner un petit peu de visibilité sur le planning de sortie de vidéos ou de contenu sur FWS, ça sera comme d'habitude le lundi un rapport de bataille sur un des jeux, core ou pas de la chaîne, ça peut être Warhammer 40 000, Age of Sigmar et pourquoi pas d'autres jeux sur lesquels on a envie de prendre du plaisir ou de vous en donner. Ensuite, le mercredi soir, c'est un live sur Twitch à 20h30. Jeudi, sortie de la vidéo justement de rediffusion, parfois remonté, parfois pas. Vous avez pu voir par exemple que sur le top 8, les vidéos étaient un petit peu cutées pour justement donner quelque chose de plus dynamique qu'un simple live. Et le samedi, c'est une vidéo sur les nouveautés, quand on peut ou en tout cas qu'il y a un intérêt à couvrir celle-ci. Et un contenu non planifié mais qui encore une fois représente sur l'année dernière 490 heures, c'est tout simplement les lives inopinés de Twitch sur lesquels je vais peindre, lire, peut-être faire des listes ou en tout cas simplement discuter avec vous. C'est une ambiance qui est bien différente de celle de YouTube, c'est-à-dire bien moins punchy, un petit peu plus vulnérable aussi pour ma part, c'est-à-dire le fait tout simplement de pouvoir parler avec vous en direct sans aucune pression dans un cadre beaucoup plus intime que celle de YouTube. Donc vous l'aurez compris pour cette année, vous allez retrouver d'un côté les vidéos montées sur YouTube qui respectent une charte de qualité, en tout cas celle que vous connaissez de la chaîne, et un petit peu plus freestyle ou en tout cas plus live, mais directement sur la plateforme Twitch que je vous invite tout simplement à rejoindre. Autre partie qu'on va aborder aujourd'hui, c'est bien évidemment la partie budget, la partie santé financière de la chaîne. Ça a été un petit peu le point un petit peu instable qu'on a eu l'année dernière et qu'on a même justement sur ce début d'année, puisque on va dire que les mois type d'FWS, c'est environ 8500 € de revenus. Sur ces 8500 €, la plateforme sur laquelle justement sont versés les dons, quelle qu'elle soit, va prendre entre 6 et 10%. Derrière, on va avoir justement comme coût de fonctionnement les monteurs, donc c'est-à-dire les 2 personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspondent un petit peu près à 3100 €. Et derrière, en frais de société, à savoir justement le local, les charges et ainsi de suite, on va plutôt être aux alentours de 2500 €. Derrière, on va bien évidemment aussi avoir le coût de fonctionnement de la vie, c'est-à-dire le fait que par exemple, on va avoir des défraiements à fournir aux différents intervenants, ou pour le coup, à la fin, il reste pas grand-chose, ou en tout cas pas suffisamment moi, pour pouvoir me rémunérer ou pour pouvoir payer des croquettes à Achille. Donc
Donc clairement aujourd'hui, en tout cas, les revenus sont pas très confortables pour maintenir French Wargame Studio, que moi pour ma part je ne suis rémunéré que grâce à la plateforme de Twitch. Donc encore une fois un grand merci aux personnes qui sub ou en tout cas qui font des donations aussi à travers ces lives là, mais que clairement en plus de ça cette année on va être sujet à TVA, donc il va falloir trouver des leviers financiers pour pouvoir justement pérenniser cette activité. Clairement moi par rapport à surtout ce que vous avez donné aussi contre la mucoviscidose ou en tout cas le suivi et la bienveillance dont vous avez fait part pour cette année, je re-signe volontiers 2022 avec FWS, mais il va falloir comme je le dis trouver des leviers, puisque en tout cas pour moi c'est pas suffisamment confortable pour pouvoir me projeter là-dedans. Alors après clairement soit ça vient du fait que il faut trouver des nouveaux leviers financiers, peut-être tout simplement vous ressolliciter pour nous aider, que ça soit sur la plateforme de Tipeee ou sur d'autres plateformes, je vais en parler juste après, ou alors en tout cas peut-être que le modèle économique que je projette sur FWS pour vous proposer justement un contenu de cette qualité-là par rapport justement à la taille de l'audience, c'est-à-dire de la communauté du wargame français, n'est pas forcément compatible. Donc il va falloir justement analyser tout ça pour voir ce qu'on fera à l'issue de 2022. En tout cas, pour conclure sur l'aspect justement budgétaire de la chaîne, encore une fois, c'est énormément de fierté et justement de reconnaissance que j'ai envie de vous témoigner, puisque grâce à la générosité justement des personnes qui ont aidé, aujourd'hui on n'a clairement pas à pâlir, on est même reconnu justement dans le monde pour avoir une chaîne qui porte cette qualité-là par rapport aux Anglais et même par rapport justement à Game Workshop qui aujourd'hui nous observe, nous propose des choses justement pour pouvoir aussi vous fournir du contenu de meilleure qualité comme je pouvais le dire tout à l'heure sur les délais. En tout cas pour vous parler de quelques autres projets qu'on va avoir sur 2022, bien évidemment c'est le fait de réaliser ceux sur lesquels on s'est engagé à travers justement le stream contre la mucoviscidose, donc des rapports de bataille exotiques, la découverte de certains jeux, certains vlogs pour vous faire découvrir certaines associations avec le concept de j'irai jouer chez vous, pour vous faire découvrir certaines régions de France au niveau du Wargame. On a aussi dans les cartons la conception de certains goodies avec notamment en aéro main dans la main avec Harder & Stenbeck en partenariat avec Wargame Spirit Studio. En autre projet, alors là pour le coup pas French Wargame Studio mais en tout cas dans lequel je monte à bord, c'est la tentative de création d'une salle de jeu en région parisienne puisque c'est important de proposer un lieu de qualité pour permettre aux joueurs de se rencontrer. Et enfin, dernier projet que je vais partager avec vous, mais je peux pas trop en dire parce que pour l'instant c'est confidentiel, c'est énorme, c'est bien plus gros qu'un Muvecule et ça compte bien plus que pour un. C'est une collaboration d'un projet qui verra le jour un petit peu avant le milieu d'année, mais ça va vraiment être énorme. On va maintenant passer à la partie des questions-réponses que vous avez pu poser sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens, bien évidemment, seront en description si vous ne nous suivez pas déjà sur ces réseaux-là. La première question, elle vient de LCN. C'est « Bonjour, moi c'est Ichi et aujourd'hui je vais jouer à 9ème âge ». Donc bien évidemment c'est un troll, mais en tout cas la question c'est y aura-t-il de nouveau la possibilité de venir faire un rapport de bataille au studio sans être une pointure de jeu en question? Ça serait tellement cool. Alors pour répondre à cette première partie de la question, bien évidemment c'est oui, c'est qu'encore une fois là on a été pris entre justement la fin du Covid, on a parlé justement de pass, il fallait faire des tests PCR, donc on avait créé un petit cercle de joueurs sur lequel justement on faisait les rapports de bataille. Ensuite suite à ça on a eu le suivi aussi de Game Workshop qui nous permet de créer du contenu, donc le fait aussi pour nous de s'adapter à ce nouveau planning. Mais clairement, je le dis, les rapports de bataille ont comme principale vocation de faire venir des joueurs qui viennent aussi présenter leur association pour leur donner de la visibilité et permettre aux gens de certaines régions de voir que leur région vive et de savoir aussi où trouver leurs joueurs. Donc clairement la réponse est oui, mais j'officialiserai d'ici quelques mois le retour justement de la boîte mail challenge@frenchwargamestudio.com sur lequel justement vous pourrez postuler. Autre partie de la question de LCN, c'était le week-end contre la mucoviscidose était une tuerie. As-tu prévu d'autres events de ce genre? On constate souvent malheureusement que les dons sont légers par rapport au contenu. Problème franco-français. Penses-tu préparer des week-ends thématiques avec beaucoup de live te permettant de générer une émulation de dons qui serait certainement plus efficace? Alors clairement par rapport au week-end type la mucoviscidose, je pense que ça sera oui, ça sera un minimum un par an pour justement solliciter la communauté autour d'une cause, la mucoviscidose ou pourquoi pas une autre, mais toujours en tout cas avec échange contre justement votre générosité du contenu autour justement du wargame, des battles de peintres, peut-être des votes aux enchères ou en tout cas des rapports de bataille, enfin voilà tout ce que vous avez pu voir justement par la suite. Par rapport justement au fait de le faire pour soulever des fonds pour French Wargame Studio, je suis un petit peu plus réticent par rapport à ça. Après on organise les top 8, les top 8 justement vous êtes montré sur le dernier très généreux pour ça par rapport à l'investissement qu'il y avait eu sur les caméras et ainsi de suite, et aussi le fait est de pouvoir sponsoriser ce genre d'événement avec justement des acteurs de notre hobby. Et enfin dernière partie de la question, le mec en fait finalement il a fait la fac à lui tout seul, c'est où en est-on le projet de la salle de jeu en Ile-de-France? Aurais-tu besoin d'aide logistique ou que sais-je? Alors en fait il faut savoir qu'on avait travaillé justement avec l'équipe qui s'occupe de ce projet là, qui s'appelle le projet de la toile là-dessus, qu'on avait quasiment trouvé un local et ainsi de suite, et aujourd'hui c'est un petit peu en stand-by puisque on n'a pas de réponse du bailleur, donc ça semble un petit peu négatif et certainement qu'il va falloir justement relancer le projet et repartir un petit peu de zéro de ce côté là. Ensuite question de Paul Armand qui fait: comment se passe l'organisation
l'organisation des rapports de bataille se passe-t-il de nuit? Petite bouffe avec les invités, ça serait cool de faire un making-of des rapports de bataille. Continue comme ça, t'es un boss sur YouTube. Merci beaucoup en tout cas mon petit Paul Amaury. Alors pour t'expliquer sur un rapport de bataille type, il faut savoir en général que les invités viennent entre 10 et 11 heures au studio, que avant déjeuner on se fixe comme objectif le fait déjà de faire connaissance quand on ne connaît pas les gens, donc ça arrive par l'accueil, les visites du studio, avec un petit café, parfois une petite viennoiserie. Ensuite on va faire justement tous les plans qui sont ceux avant le rapport de bataille, des packshots des différentes armées, joueur par joueur, et ensuite l'équivalent d'un diorama qui nous permet juste d'avoir des plans qu'on peut utiliser pour meubler, pour illustrer un petit peu justement la présentation des différentes listes. Ensuite on fait l'interview des deux joueurs pour faire l'introduction, on déjeune et après c'est le début de la partie. Où là pour le coup on commence entre 14h et 14h30 et la game se finit alors entre 18h et 20h, dépendamment justement de la durée de celle-ci. Par rapport au fait d'en faire un making of, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Le fait qu'il y a un format de vidéo qui va s'appeler Une semaine avec Ivy, sur lequel vous allez pouvoir me suivre sur les différents tournages ou en tout cas sur les différentes activités. Je parle bien uniquement de la chaîne, pas de ma vie sexuelle, même si ça fait partie des questions qu'on a. Hein. Je vais ouvrir un OnlyFans, je crois qu'il y a un petit marché par rapport à ça, mon petit Eltion. Autre question derrière, c'est Yann Dubois qui dit bonne année à toute l'équipe, bonne année à toi mon petit Yann, même si on est en février maintenant, on a pris du retard pour la fac, donc c'est glauque, mais tant qu'on mange de la galette. La question, c'était petite question suggestion, est-ce qu'il serait possible de faire un format de vidéo assez court, genre 5 minutes, présentant certains combos de différentes armées, ou encore des mouvements stratégiques souvent oubliés ou mal faits, je pense notamment à la microgestion, ou ce genre de choses, ça permettrait de mieux connaître les différents codex, et aussi de devenir un meilleur joueur. Alors, clairement, c'est l'histoire des, on va dire, des types qu'on a, sont soit déjà été fait sur la chaîne, soit sur d'autres chaînes. C'était quelque chose qui était beaucoup plus fort dans les anciennes versions, puisque en tout cas je pense à Warhammer 40 000 V9, le jeu est aussi plus permissif par rapport à ça. Par exemple je pense au mouvement de grab qu'on va avoir, c'est-à-dire le fait de locker une figurine avec un cercueil. Ça c'est quelque chose qu'en effet on pourrait montrer, mais je pense plutôt que ça va faire partie des minutes du hobby, c'est-à-dire qu'elles soient soit fluff, soit d'explication de liste, parce que c'est là-dessus où en fait on est capable justement de proposer un petit peu de fraîcheur par rapport à ça. Donc clairement ça sera pas une série de vidéos pour devenir un top player, parce que c'est pas le positionnement que j'ai envie qu'on ait sur FWS, mais ça prendra part justement sur les minutes hobby, qui seront un format je pense mensuel, ou en tout cas dès qu'on a un créneau de temps, aussi bien nous pour pouvoir le faire que aussi pour pouvoir le sortir. Ensuite on a une question de Thibaut Rigolet qui fait coucou la team et merci pour le taf. Ma question est la suivante: au vu du niveau que vous avez atteint sur la qualité, quelles sont les prochaines steps d'un point de vue visuel, audio, studio qui permettraient de monter encore? On peut jamais s'arrêter niveau matériel, mais là je parle plutôt en dehors de ça, processus, nombre, table, décor, armée, mise en scène et ainsi de suite. Alors clairement si tu veux, pour moi déjà l'axe d'amélioration premier, ça va être le bien-être des personnes qui participent à FWS. Le fait de fournir un cadre de travail qui soit sain et qui nous permette aussi justement de nous projeter dans le temps, ça a été déjà justement le fait d'avoir un studio dédié à ça, avec justement les bureaux des monteurs, moi un bureau qui me permette justement aussi bien de switcher de tournage de rapport de bataille aussi au live Twitch, que ça soit justement sur de la peinture ou juste sur du blabla. Donc déjà ça c'était une première chose. Ensuite ta question a été justement posée avant justement la présentation du nouveau top 8, où là vous avez vu qu'on a franchi encore une marche par rapport justement au rapport de bataille en live, où pour le coup on propose quelque chose d'inédit en termes de qualité qui n'est pas vu à travers le monde. Donc déjà il y a ça va être le fait aussi de réinvestir dans d'autres caméras pour proposer justement ces caméras qui bougent, mais justement sur les 4 axes de la table et pas que justement devant, derrière. Donc là pour le coup il y a déjà aussi une marche encore à franchir par rapport à ça. Au niveau du son, ça a été pour les talk shows du mercredi soir, l'acquisition de ce type de micro qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et pour les rapports de bataille, ça fait aussi partie justement de l'investissement qui fait partie du coût de la vie du studio. C'est le fait de devoir changer les micros, parce que au bout d'un moment, ils ont une durée de vie qui est assez limitée. Le matériel est quand même sollicité à rude épreuve, et ça fait que de toute façon, il faut un investissement, on va dire, continu par rapport au maintien de matériel de même qualité ou qualité supérieure. Maintenant, par rapport à ce que vous n'avez pas encore vu et ce qu'on pourrait faire, de toute façon, c'est à chaque rapport de bataille et à chaque live, un revisionnage qu'on fait en équipe pour justement noter les axes d'amélioration qu'on a, que ça soit justement sur les angles de caméra, où là pour le coup c'est gratuit, le fait d'ajouter des caméras, où là pour l'instant, suite au dernier top 8, on n'a que deux caméras pilotables, mais le fait d'en avoir d'autres, pour vraiment pouvoir proposer un contenu qui se rapproche de plus en plus d'une émission de télé, et finalement avec moins d'angles morts, plus de dynamisme, qui sont aussi faits justement ajoutés non pas à l'humain, mais par ce genre de techniques qui nous permettent de monter encore plus le niveau.
niveau. Ensuite, autre question de Noupa qui nous fait salut et bonne année FWS. Pour la fac, j'ai deux questions. Pour les French War Game Day, peut-on venir en simple visiteur et êtes-vous à la recherche de bénévoles? Alors, pour les bénévoles, ça n'est pas encore ouvert et pour les visiteurs, la théorie, c'est oui. Maintenant, encore une fois, on est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Là, les FWD ont été décalés à fin juin, à voir où est-ce qu'on en est par rapport justement aux restrictions sanitaires et ainsi de suite. Mais théoriquement, c'est oui aux deux questions. Ensuite, troisième question, c'est y a-t-il bientôt des vidéos pour débutants, notamment sur la construction d'armées? Alors, clairement, il va y avoir des vidéos pour les débutants, c'est-à-dire en tout cas pour essayer de faire venir dans notre hobby, pour un petit peu le démocratiser et le vulgariser, puisque l'éditeur pour le coup fait pas beaucoup d'efforts par rapport à ça, et on est d'un côté sur Age of Sigmar qui a mis longtemps à se lancer avec sa version 3, mais qui est plus axé, on va dire débutant, ou en tout cas qui est plus accessible, et Warhammer 40 000 qui a une profondeur et un intérêt intellectuel et imaginaire de dingue, mais qui est un petit peu justement moins accessible. Donc on va faire des vidéos justement allant dans ce sens-là, mais surtout j'encourage toutes les personnes qui ont des questions parce qu'ils ont envie de se lancer à suivre les lives sur Twitch, parce que sur Twitch je m'arrête quasiment à chaque question pour essayer d'expliquer comment se lancer avec telle ou telle armée, ou en tout cas pour répondre à chaud à chacune des questions. Ensuite on va avoir une question de The Vatus qui fait bonjour, tout d'abord très bonne année et excellente santé à tous, merci pour ce rapport de bataille bien fun. Question pour la fac, comment ça va? Quelle vision du planning pour réaliser les projets issus du week-end de la lutte contre la mucoviscidose? Financièrement, est-ce que cela passera? Et est-il prévu de faire des parties plus régulières, live ou non, purement fun, moins didactiques, comme du 2vs2 ou des scénarios maison? Alors déjà pour répondre à la question ça va, franchement grave, en ce moment je vis ma meilleure vie de joueur de Warhammer 40 000 et même d'Age of Sigmar, avec en tout cas plus d'informations de la part de Games qui nous permet d'être plus serein par rapport au contenu concret et aussi par rapport à comment est-ce qu'on le crée, et ça mine de ça joue beaucoup par rapport au stress et ainsi de suite. On a en ce moment en plus une très bonne équipe, on s'entend super bien avec Eltion, on a Benjamin qui a rejoint maintenant depuis presque 6 mois la chaîne, dans lequel justement il y a une vraie cohésion, une vraie synergie, et on commence chacun un petit peu à prendre nos marques par rapport à ça, au rôle de chacun et au caractère de chacun, et ça c'est vraiment cool. Donc un moment où on est très très galvanisé justement par vous, par l'éditeur, et tout simplement aussi par ce qui se passe sur YouTube ou sur Twitch, donc ça c'est super important. Par rapport justement au planning des vidéos contre la mucoviscidose, on s'était engagé à le faire pour la plupart justement sur 2022, donc à voir. Ce qui va arriver de toute façon très très vite, c'est-à-dire je pense dans les 3 prochains mois, ça va être les rapports de bataille 4000, le rapport de bataille Age of Sigmar. Moi de mon côté je continue d'écrire, mais ça prend du temps justement parce qu'en fait chaque mot est important. Les vidéos sur les 2 formations à l'aérographe, donc ça aussi je sens un vrai besoin et une vraie demande de votre part, notamment sur les live Twitch, donc ça c'est super intéressant. Et pour répondre à la dernière partie de ta question sur des rapports de bataille, ou en tout cas sur un type de contenu en live ou non, mais purement fun, peut-être moins didactique, comme du 2vs2 ou des scénarios maison. Alors j'aime pas sortir le terme didactique, en tout cas, puisque pour moi chaque vidéo doit être compréhensible, pas forcément au niveau de la micro-gestion, mais au niveau des enjeux d'une partie par tout le monde. Clairement oui, on va en avoir. Après encore une fois, on est tributaire aussi justement de l'actualité qu'on a par rapport à l'éditeur. C'est évident que s'il y a des codex qui sortent ou des battletomes qui sortent, on se doit, et en plus on a envie de sortir du contenu autour d'eux, du contenu en tout cas équilibré pour montrer un petit peu ce qu'ont ces armées dans les tripes. Mais derrière pour le 2vs2, clairement c'est du contenu qu'on va revoir, parce que c'est aussi là où on prend énormément de plaisir, où les enjeux sont bien différents de la méritocratie, justement de pourquoi on gagne ou on perd une game, mais là on est juste sur du fun. Ensuite on continue avec une question de Léo Vibert qui fait: première question, j'ai cru encore de l'arrivée d'un aéro aux couleurs de FWS, fausse ou vraie info? Écoute, c'est une entre guillemets vraie info. Alors encore une fois, c'est un projet qui est en cours de faisabilité, donc j'aime bien parler en tout cas de ce genre d'initiative, parce que déjà on passe du temps dessus. C'est toujours intéressant que vous ayez de la visibilité sur ce genre d'initiative, que ça aille au bout ou pas. En tout cas, clairement, pour l'instant, il y a une maquette qui a été faite. Est-ce que justement, on profitera de la série de vidéos de formation à l'aéro pour les sortir? À voir, mais en tout cas, sachez que c'est un projet kiff et qui est absolument pas rémunérant pour nous. L'article sera vendu quasi au même prix que les produits de Harder, donc si ça se fait, de toute façon, ça sera juste du kiff, une édition limitée, mais pas un levier financier pour la chaîne. Ensuite, tu dis, d'autre part, pour les goodies, sont-ils prévus? Aujourd'hui, de toute façon, tous les goodies sont disponibles, le lien sera en description. Vous avez les objectifs de Warhammer 40 000, les objectifs des Age of Sigmar, vous avez les maîtres, vous avez les dés et les t-shirts. Si justement on a d'autres leviers, je pense justement à la première partie de la question qui sont l'aéro ou d'autres goodies parce qu'on a envie d'en faire, clairement j'en parlerai dans les prochains mois. Et pour finir justement sur sont-ils intéressants financièrement pour vous? En fait, sur l'échelle globale du total des ventes, oui, puisque clairement, ça fait quelques centaines d'euros. Maintenant, là où il faut aussi relativiser, c'est que par goodies, on gagne entre quelques centimes et, je crois, 4 euros. Et que derrière, comme un échange entre 2 sociétés, on paye énormément justement de charges par rapport à ça. Donc, c'est surtout pour
que les gens en fait qui ont besoin d'une contrepartie pour aider AWS puissent le faire, mais que le plus intéressant derrière, c'est bien Tipeee ou la plateforme qu'on mettra en place demain. Ensuite, on va avoir la question de Dan. J'ai une question double. Est-ce que vous envisagez un retour de Star Wars Légion sur la chaîne ainsi que de nouvelles vidéos sur le Seigneur des Anneaux? Alors clairement, oui, ça fait vraiment partie des jeux qu'on a envie de mettre en avant, non pas forcément pour qu'il y ait un suivi, donc certainement peut-être en one shot ou une vidéo annuelle ou on va dire semestrielle, mais parce qu'on a envie en fait de raconter une histoire, en tout cas même de nous-mêmes vivre une histoire quand on fait un tournage avec ce genre de jeu. Donc clairement la réponse est oui. En plus, on a reçu quasiment l'intégralité de la gamme de la part d'Asmodée, donc un grand merci à eux parce qu'on leur a demandé justement en prévision d'un rapport de bataille sur Star Wars Légion, avec d'un côté la République et en face la Fédération du Commerce. Ce fut un honneur de servir sous vos ordres, monsieur. Même réponse finalement pour le Seigneur des Anneaux. Pour le coup, rien n'est prévu pour l'instant, mais ça fait partie des jeux où on a envie, encore une fois, justement, de prétexter un rapport de bataille pour retourner dans un univers qu'on aime. Donc clairement, oui pour les deux. Ensuite, on a une question de Astrix qui nous fait: y aura-t-il un format de Crusade style campagne narrative? Longue vie et vous laisse. Merci à toi, mon petit Astrix. Alors pour Crusade, je pense pas. Je pense qu'en tout cas, nous, on peut prendre du plaisir et même vous en faire vivre à travers justement du narratif. C'est pas nécessairement via une campagne, c'est plutôt via des rapports de bataille qui peuvent être amusants, soit par exemple avec des quiz de culture générale autour justement du cinéma ou autre, ce qu'on avait pu voir notamment pour Halloween ou sur certains lives pour Age of Sigmar. Et voilà, pour moi c'est plus comme ça que je vois la narration, pas à travers une campagne évolutive parce que c'est lourd. Ensuite, ça veut aussi dire qu'on peut pas prendre les vidéos en standalone, c'est-à-dire vraiment une par une, il faut avoir un suivi au niveau aussi de son audimat, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment ça sera plus des épisodes one shot autour justement d'un scénario soit maison avec un enjeu narratif, soit complètement fun avec tout simplement des quiz pour marquer des points de victoire. Ensuite, on a une question de Harry Monk qui fait: question pour Ivy et pour Eltion, quelles sont vos plus grandes fiertés de 2021? PS, Ivy, t'es beau depuis que t'as repris les muscu. T'es con. Eh bien écoute, je vais pas répondre pour Eltion, je vais tout simplement le laisser répondre. Ce que je peux retenir de 2021, c'est déjà l'événement du SAM. Il y a 2 ans, quand je peignais mon petit pitou avec des bonbons dessus, avec des touffes roses et le peindre tout en rose comme ça, je me rendais pas compte que ça allait aider une cause aussi importante, une cause que je trouve exceptionnelle, et que justement on ait fait autant d'argent sur cet événement-là. Et c'est vraiment, ça a été un des meilleurs week-ends de ma vie. On s'est donné à fond, on a bossé comme des malades, et franchement ça valait vraiment le coup. Et merci beaucoup à vous tous parce que c'est vraiment un des week-ends que je me rappellerai le plus de ma vie. Une deuxième fierté personnelle que j'ai eue pendant cette année 2021, c'est sur le long terme, c'est l'épanouissement professionnel que j'ai eu avec FWS. Le fait de travailler dans une boîte que vraiment j'adore, je suis vraiment bien dedans. Le matin je me lève, je suis vraiment ultra content de venir ici, de travailler pour des pitous. Je ne me rendais même pas compte qu'un jour je travaillerais pour des pitous. Et donc ça m'a permis de progresser, de m'éclater aussi énormément, et ce qui a fait que je me suis énormément épanoui autant professionnellement que personnellement. Ensuite, on a une question de Undercraft, mais juste avant, je remets ma couleur, qui est: comptes-tu faire plus de battles de peintres avec les poteaux? Alors clairement oui, ça fait partie des contenus qu'on adore faire ici. Déjà le fait d'avoir remis, on va dire, les lives hebdomadaires le mercredi soir à 20h30 sur Twitch, nous offre plus de créneaux pour ça. Après, la vraie difficulté, on va dire, justement d'organiser dans les battles de peintres, c'est que avec l'année qu'on vient de vivre, avec en tout cas la continuité du Covid, le fait d'avoir des passes, de devoir faire ça sur cercle fermé, on va dire, justement de contacts, là il va falloir justement étendre ces contacts de façon un petit peu plus large avec des gens à qui on fait confiance, parce que c'est quand même faire venir des gens en direct. Donc il faut quand même pouvoir s'assurer que ces gens-là savent justement tenir un délai, c'est-à-dire fournir une figurine entre guillemets finie en 120 minutes, et aussi qu'ils savent le faire devant une caméra. Ensuite, on a une question de Benjamin Lelouch qui nous dit: salut, pour la fac, à quand une vidéo avec The Squigirl, à savoir Sam? Eh ben écoute, c'est prévu, puisque de toute façon il fera partie du prochain top 8 sur Age of Sigmar. Ensuite, on a une question de Damien qui fait: salut Evie, allez-vous faire du contenu sur Kill Team? Le jeu prend de plus en plus d'ampleur, la communauté française commence à s'organiser et un tournoi par équipe nationale européen est dans les tuyaux. Alors clairement, pour la partie compétitive de Kill Team, ça fait pas partie de la priorité clairement de ce qu'on voudrait faire. À la base, Kill Team était surtout une bonne porte d'entrée en fait dans le hobby. Là, avec la nouvelle édition, on est sur un jeu qui est bien différent, qui a... Je comprends en tout cas que la communauté s'active et c'est plutôt positif, mais qui a du mal à prendre en termes de recrutement de nouveaux joueurs, qui pour nous, on va dire, était le plus important au sein de notre hobby et aussi justement de la scène du wargame français. Donc pour conclure, Kill Team peut-être, à voir aussi quel est le positionnement justement de Game Workshop par rapport au jeu port d'entrée qu'on pourra avoir. Est-ce que ça sera sur Kill Team? À voir cet été. En tout cas, pour le compétitif sur Kill Team, à moins que ça fasse partie, on va dire, d'un voyage commun, soit pour Age of Sigmar, soit pour Warhammer 40 000, il y a quand même peu de chances qu'on couvre ce genre de choses. Ensuite, on a une question de David Aubray qui fait: salut la team FWS. Petite question hobby, pourquoi sur beaucoup de chaînes qui proposent des rapports de bataille, on voit souvent des figurines unités étant dos au combat? C'est pas très fluff, mais est-ce qu'il y a de bonnes raisons, règles ou autres? En fait, tout simplement, je te le dis, c'est la fatigue. Il faut savoir qu'un rapport de bataille, comme je disais tout à l'heure, dure
relativement longtemps, que c'est un temps sur lequel on est actif, c'est-à-dire qu'on est debout, on est, on va dire, intellectuellement stimulé, aussi bien par la partie, pour la partie stratégique, se souvenir des règles et la complexité du jeu qu'on connaît, et aussi sur toute la partie technique au niveau justement du matériel audiovisuel, sur le fait de tout le temps regarder une caméra, s'exprimer convenablement, ou en tout cas avec des phrases qui soient simples, qui soient percutantes, ou en tout cas on ne doit pas partir justement dans des explications qui sont trop longues, et finalement parfois on utilise les figurines finalement comme des pions, et on casse un petit peu cette immersion pour soit mettre l'humain de côté, soit la stratégie de côté, et donc on se focalise sur l'immersion souvent en début de vidéo, mais plus trop à la fin. Ensuite, on a une question de Guillaume qui fait: j'adore les formats Imperial Knight contre le reste du monde, ou en tout cas contre les armées contre le reste du monde. Cela fait longtemps que tu n'as pas fait de rapport de bataille avec les Titi, peut-on espérer en revoir prochainement? Alors, ce qui est rigolo, c'est que les formats de une armée contre le reste du monde, c'est quelque chose qui pour moi était plus agréable à faire, puisque je fais partie des joueurs qui ont besoin de beaucoup jouer une armée, on va dire, pour la maîtriser, et que j'aimais le fait de les mettre dans différents contextes, avec différents niveaux de jeu, différents adversaires, et donc je trouvais ça plutôt appréciable. Après, je comprends aussi que, en tout cas, dans la manière dont ça a été fait initialement, il y avait quand même des choses à améliorer, dans le sens où faire, on va dire, une série où un mois on a 4 rapports de bataille avec à chaque fois la même armée contre l'autre, faut peut-être un petit peu faire tourner, peut-être le lisser finalement sur 2 mois, avec cette armée qu'on va retrouver par exemple toutes les 2 semaines, et finalement d'autres armées sur les semaines sur lesquelles c'est pas cette armée contre le reste du monde. Ensuite, pour parler justement des tyrannides, alors clairement en plus il y avait une armée, alors très V7 finalement, donc plus trop à jour par rapport à ce qui doit être joué. Dans les justement stretch goals qu'on a eu pour le SAM, c'est aussi le fait que Wargame Spirit Studio va faire une armée tyrannide. À voir dans les prochains mois comment est-ce que ça se passe pour justement l'arrivée de la flotte ruche pour la 9e édition, et c'est certainement dans ce cadre-là qu'on verra beaucoup cette armée. Ensuite, on a une question de Alex qui fait: pour la fac, pourrait-on imaginer une invitation du JDG, donc du joueur du grenier, sachant qu'il apprécie beaucoup le monde de Warhammer? Alors de toute façon, clairement, oui, toutes les personnes qui, on va dire, ont envie de tester Warhammer, ne serait-ce que pour avoir leur ressenti, que ça soit d'un point de vue purement la fracture qu'on va faire entre l'idée qu'on se fait du wargame, ou même justement de l'univers, et la passation sur table de jeu, c'est quelque chose de super intéressant. Le JDG est bien évidemment le bienvenu s'il le souhaite, tout comme justement toutes les personnes qui veulent se mettre à Warhammer 40 000. Ensuite, il y a un autre format qu'on avait commencé à faire en 2021, et malheureusement où il n'y a eu qu'un seul épisode, c'était le Wargamer assumé. Le fait de faire venir justement ici des personnalités publiques ou non, mais qui rentrent justement dans cette passion, pour voir justement comment est leur voyage, qu'est-ce qu'ils attendaient finalement justement de celui-ci, et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé. C'est un format qui va pour le coup réellement sortir sur 2022, et vous en verrez plus dans les prochaines semaines. Ensuite, on va avoir une question de Guillaume du 34 qui nous fait: après environ 1 an et demi de V9 sur Warhammer 40 000, que pensez-vous du recul par rapport à sa jouabilité et ses règles, facilité d'apprentissage, équilibrage, etc. Et qu'apporteriez-vous en plus ou en moins sur la future V10? Alors après, par rapport justement à une éventuelle V10, là pour le coup on est sur de la pure spéculation. En général, une version de Warhammer dure 3 ans, et donc on pourrait imaginer une V10 pour 2023. En l'occurrence, par rapport à la V9, je trouve que elle est extraordinaire. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que plus on avance dans le temps, plus à chaque fois Game Workshop justement lève la barre de qualité au niveau des livres d'armée, que ce soit là pour le coup sur Age of Sigmar ou sur Warhammer 40 000. Le seul problème de cette édition, ça a été qu'elle a mis longtemps à se lancer. On retrouve exactement la même chose aujourd'hui sur AOS V3. Là, on a suffisamment de codex pour se faire plaisir, où une grosse majorité de ceux-ci sont sortis en V9, et donc c'est super plaisant parce que chacun, on va dire, a des armes. Il y a toujours des niveaux de puissance différents, mais chacun a des armes pour s'amuser les uns avec les autres. Ça, c'est super positif. Aujourd'hui, pour moi, le problème, on va même pas parler d'équilibrage, vient plutôt justement du fait que Warhammer 40 000 est un jeu qui est de moins en moins accessible. Et ça vient de plusieurs choses. Déjà, certainement, une forme de cahier des charges de la part de Game Workshop pour dire: Warhammer 40 000, c'est notre jeu compétitif, Warhammer Age of Sigmar, c'est notre jeu, on va dire, plus grand public, dans lequel il est plus facile de rentrer dans le hobby et de façon accessible, prendre du plaisir en jeu. Attention, je veux pas que ça soit mal interprété, dans le sens, clairement, les deux jeux nous permettent aussi bien justement de jouer de façon légère que de compétitive. Mais en tout cas, il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, à cause aussi du nombre de suppléments, et c'est la deuxième partie de ma réponse, 40 000 est un jeu beaucoup moins accessible que celui d'Age of Sigmar. Après, justement, la deuxième partie de ma réponse, le problème pour moi vient du modèle économique de son éditeur Game Workshop, qui est quand même de vouloir justement vendre des livres, et qui va donc justement stacker, c'est-à-dire se faire empiler les règles à travers différents ouvrages qu'on va être obligé un petit peu d'acheter si jamais on veut pouvoir jouer à 100% de la version du jeu. À voir derrière comment est-ce qu'ils peuvent intégrer une nouvelle licence, justement pour pourquoi pas se dire que leur jeu core ne soit plus Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, et qu'il y en a un troisième, je l'espère, plus accessible. Ensuite, pour répondre à ta deuxième partie de question, cette fois-ci sur les orques, encore une fois, ça dépend de plein de choses, des effets de mode, ça dépend aussi justement des personnes, des ressources humaines dont on va disposer autour, qui ont des armées de cœur et qui ont aussi des belles armées pour pouvoir les jouer ici. Donc pour les orques,
t'inquiète pas, on va en voir bientôt, pas forcément le prochain mois, mais d'ici 2 ou 3 mois, c'est sûr qu'on verra au moins un rapport de bataille monté et de qualité avec une armée. Ensuite, on a une question de Louis qui nous dit « Ma question, comptez-vous refaire un choix des armes un jour et merci pour votre travail ?» Alors, pour ceux qui ne savent pas, le choix des armes, à la base, c'est un CDA. C'est un format qui va vous permettre, dans une période donnée, de vous engager à peindre un certain nombre de figurines, et derrière, on va les regarder ensemble pour soit tout simplement s'extasier devant le skill en peinture que vous avez, ou alors tout simplement donner des petits axes d'amélioration quand c'est possible. Ça devient très compliqué aussi bien humainement que justement au niveau des vidéos à sortir, donc du contenu digeste à faire, puisque pour les derniers CDA on avait des milliers de participants et c'était parti sur quasiment 40 heures de vidéos justement pour le faire. Ça avait créé pas mal de frustration aussi parce que finalement quand vous êtes beaucoup et que vous attendez une réponse et que justement malheureusement parce que trop de monde c'est une réponse qui est assez courte, je comprends que ça puisse justement être moteur de frustration. Donc on avait décidé de mettre ce format en stand-by en attendant de pouvoir proposer pourquoi pas une plateforme un petit peu à la Cool Mini or Not pour ceux qui connaissent, qui vise à tout simplement créer un outil sur lequel vous postez vos photos et tout le monde peut les commenter, voter pour elles et ainsi de suite. Le problème c'est que tout ça, ça fait partie des projets comme l'application justement pour trouver un Wargamer à côté de chez soi qui prend du temps, qui coûte de l'argent et qu'aujourd'hui on avait priorisé en tout cas d'autres projets comme le stream contre la mucoviscidose ou alors des projets qui tournent réellement autour justement du média de divertissement qu'est French Wargame Studio. Ensuite, on a une question, ou des questions en tout cas, de Xavier Martineau qui nous fait comment est-ce que tu as découvert et comment est-ce que tu as commencé à jouer à Warhammer 40 000 et ensuite, il y avait des questions sur les ultramarines, encore une fois, pour les ultramarines ou pour les questions très spécifiques sur qu'est-ce que vous conseillez en liste d'achat ou qu'est-ce que justement vous conseillez en termes de liste et ainsi de suite. N'hésite pas à passer directement sur Twitch, en général, j'essaye de répondre à tout le monde. En tout cas, par rapport à Warhammer 40 000, dans mes souvenirs les plus anciens, ce qui est rigolo, c'est aussi bien pour la partie hobbyistique que dans ma vie. Je me rappelle que j'étais en primaire, donc en école maternelle, dans les dernières années et que j'avais dormi chez un pote et alors que je le voyais dans mon lit en train de commencer à m'endormir, parce qu'à l'époque je me couchais tôt, il était en train de peindre une figurine qui ressemblait à un archer bretonien et je lui avais demandé ce que c'était et il m'avait expliqué et à l'époque j'avais trouvé ça à chier et en fait j'y suis retourné genre en 5e où là pour le coup là j'ai été piqué et je m'y suis mis pendant un bon nombre d'années, j'ai fait un gros break et je m'y suis remis en 2012 où là j'étais un jeune adulte avec un pouvoir d'achat plus conséquent pour pouvoir tout simplement consommer et aussi m'intéresser intellectuellement aux choses sur comment progresser aussi bien au niveau du jeu qu'en peinture puisque à l'époque quand j'étais un adolescent, finalement, je jouais mais sans vraiment respecter les règles. Ensuite, on a une question de Oumia qui fait « Je me demande si à l'occasion vous ne feriez pas une visite des vitrines que l'on ne voit que de loin dans le studio. Que penses-tu à l'occasion de Wargame historique ou d'un autre type? Merci encore pour le contenu que vous proposez. » Merci à toi, mon petit Oumia. En gros, par rapport aux vitrines, c'est vrai qu'elles ont été montrées qu'une ou deux fois justement sur les lives réservés aux tipeurs, que ça fait partie des choses que je pourrais vous montrer soit justement sur une vidéo type setup ou on va être dans la partie une semaine avec Ivy sur lequel je vous montrerai un petit peu le making of pour vous montrer aussi justement les dessous du studio. Ensuite, on a une question de Romain qui fait est-ce qu'un tournoi Age of Sigmar en 1000 points est prévu de nouveau? Alors en 1000 points non, là on a envie de partir sur un format un petit peu plus top 8. Après ce qui est rigolo c'est que ce que je vois par rapport à ces questions c'est qu'encore une fois le problème d'accessibilité au jeu avec un manque en tout cas de contenu pour accueillir les gens et leur dire voilà comment est-ce qu'on joue, voilà on va dire les bonnes pistes pour pouvoir rentrer dans cette passion là et aussi pourquoi pas des conseils d'achat puisque ce qu'il faut retenir par rapport au tournoi en 1000 points qu'on avait fait, ou en tout cas avec les listes pour commencer sur Age of Sigmar en 1000 points, ça permettait aux gens d'être surtout rassurés en fait finalement par rapport aux achats sur des figurines, en tout cas des choix qui seraient pérennes dans le temps pour pouvoir justement être sûr qu'on les réutilisera soit justement tout au long de sa vie de Wargamer, soit tout simplement au passage de 1000 aux 2000 points. Et donc même si aujourd'hui il n'est pas prévu de faire un contenu type tournoi en 1000 points AOS, il est prévu de faire le tournoi en 2000 points avec le top 8, donc le top 8 fermé qui se tiendra encore une fois le week-end du 4, 5 et 6 mars, mais derrière pourquoi pas faire plus des vidéos accès débutants, justement avec comme cahier des charges tout ce que je viens de citer. Ensuite, on a une question de Trust qui fait comment est-ce que vous allez au studio et comment va le studio? Alors en fait, il faut savoir pour rappel que le studio est en région parisienne, il est situé dans la ville de Saint-Mandé et donc tout simplement il est sur la ligne 1 de métro. Quel con. Ensuite, on a UK Gamers qui nous fait comment est né French Wargame Studio. Clairement déjà dans ma lettre. C'est bizarre dit comme ça. Mais c'est vrai, en fait, je m'interrogeais beaucoup sur ma vie professionnelle. Je suis un ancien ingénieur en informatique, si tu veux. Et j'étais pas spécialement épanoui. J'ai eu de la reconnaissance, j'ai eu beaucoup de choses, mais beaucoup aussi de frustration par rapport, on va dire, à la non-méritocratie du monde conventionnel, en tout cas français, du monde du travail français. Et derrière, il y avait aussi un manque de contenu au sein justement de mon divertissement personnel qui était de systématiquement aller consommer du contenu anglophone, ce qui était aussi une grosse source de frustration. Et à un moment, j'ai commencé à vouloir m'interroger sur ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité à temps plein, sans même parler de professionnel, mais à temps plein, qui allait justement
quel est moi en tout cas m'alimenter pour que je puisse le faire sur du long terme, et je l'ai tout simplement matché avec ma passion, puisque je me rendais compte que j'étais capable de passer des 10, 15, 20 heures par week-end à faire la même chose sans pour autant jamais être saoulé. Et donc c'est ce qui a fait French Wargame Studio. Ensuite on a une question de Glumtel qui fait: quelles sont vos armées de cœur? Alors personnellement pour Warhammer 40 000 c'est les sorts de bataille, les ultramarines, les Eldar. Et c'est déjà pas mal. À chaque fois, si tu veux, c'est soit par leur fluff, pour le coup Space Marine Forever par rapport à leur fluff. Ensuite, par rapport justement à la finesse des figurines, au gameplay, les Sista. Et par rapport justement à la peinture et aussi au gameplay, les Eldar. Ensuite, on a une question de Clara qui nous fait: votre personnage préféré côté fluff, Edge of Sigmar ou 40K? Il y a plein de personnages préférés, tu vois, par exemple, je trouve que Pasque est super intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, plus on avance dans le temps, plus je trouve que Game Workshop va justement casser cet aspect manichéen de son univers, avec une vraie prise de conscience, en tout cas au niveau de l'Imperium, finalement, qu'il n'y a pas de bien ou de mal. On nous le vend comme ça, mais dès qu'on est dans l'introspection des personnages, on se rend compte que même eux s'interrogent sur le fait de servir ou pas la bonne cause, et que finalement, derrière ce dogme, il y a une forme de manipulation. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié avec cette révolution au sein justement de la version 8 de Warhammer 40 000, outre cette fameuse faille qui est arrivée, c'est que de plus en plus, on était justement dans le psy des personnages, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Ensuite, on a une question de Papa Zulu qui fait: merci pour le taf que vous faites, quel est votre codex préféré de cette 9e édition? Pour le moment, que pensez-vous de cette 9e édition? Règle, équilibrage. L'ajout d'un seul modèle par codex, sauf exception des Eldar ou SM, est-elle suffisant selon vous? Alors, bon les gars, je suis désolé, le codex aujourd'hui préféré que j'ai, c'est celui des Eldar. Il n'est pas encore sorti, mais il est énorme. Déjà, il fait quasiment la taille de celui des Space Marine. Il est magnifique, il est frais, il présente justement des innovations au niveau justement des règles, au niveau des unités qu'on jouait pas forcément avant, qu'on va jouer maintenant. Enfin voilà, tout le monde va être heureux avec, puisque aussi bien justement les gens qui aiment le fluff, les gens qui aiment juste tourner les pages et voir des visuels qui sont magnifiques, et aussi au niveau de son justement gameplay, c'est juste extraordinaire. Par rapport justement à cette 9e édition, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, et par rapport au fameux modèle de sortie qui est finalement de se dire une seule figurine pour un nouveau codex, ça à la limite je trouve que c'est pas très grave. Le problème c'est plutôt la durée dans le temps d'étirer ces fameuses sorties qui est un problème. Soit déjà on attend trop nos codex, c'est-à-dire que ça crée trop une disparité au niveau justement des différentes armées sur leur plaisir de jeu et sur une édition de jeu. Putain, on attend toujours l'Astra et on va se dire quoi? Que les mecs en fait ils vont avoir un codex sur 6 mois d'une édition? C'est très dommage, même si en général ça permet justement aussi de mieux migrer d'une édition à une autre. Ça reste quand même très dommage que certains joueurs aient à attendre quasiment 2 ans pour avoir leur livre d'armée. Et ensuite, par rapport à la disparité du niveau de sortie par armée, ça me pose pas vraiment de problème, puisque de toute façon en général tu te poses tellement de questions sur ce qui va être de nouveau jouable que c'est toujours des bons prétextes, on va dire, pour assaisonner un petit peu ta collection avec des nouveautés, et ça c'est plutôt cool. Donc pour moi, le problème vient plutôt finalement de la roadmap de sortie que réellement des nouveautés au sein de chacun des codex. Ensuite, on a une question perso de Ezekiel qui fait: arrivez-vous mieux à gérer le côté pro et perso? C'était une doléance de Ivy, il me semble, d'où le déménagement. Comment faire pour mieux le gérer et si ça se mélange encore trop? Alors clairement, oui. C'est-à-dire qu'en effet, mais j'en parlais tout à l'heure, le fait de scinder, on va dire, moi, ma vie privée et celle du studio, d'un point de vue purement je veux dire, logistique, ça a été un vrai plus, aussi bien pour justement la séparation entre les deux, ça c'est vachement important. Après, ça reste quand même le monde de l'entrepreneuriat où tu travailles entre 6 et 7 jours par semaine, et c'est là où c'est très compliqué de dégager du temps. Le fait aussi de travailler dans sa passion, il y a une forme de culpabilité qui se crée au fait justement de passer du temps à prendre du plaisir, et je sais pas, c'est ancré on va dire dans les normes de se dire que le travail ne doit pas être du plaisir, et là justement c'est très difficile de faire la part des choses et de libérer du temps pour du perso, et le fait de se dire que finalement son exutoire qui est sa passion est aussi son travail, et donc c'est parfois, je pense, agréable de se dire que de séparer les deux te permet de prendre vraiment du temps pour toi, clairement, ce qui n'arrive pas. Et ensuite, pour clôturer cette question, et ça va avec un petit peu ce que je disais au début de la vidéo par rapport au plaisir et aussi par rapport au financier, si tu veux, aujourd'hui, moi j'ai eu plus de 35 ans, et clairement, dans l'optique de vouloir pérenniser cette activité pour pourquoi pas demain vouloir fonder une famille ou ce genre de choses, c'est là où il y a encore énormément de travail, et finalement, un projet qui devait durer que 1-2 ans maximum, là, va fêter sa 5e année, et il va falloir justement travailler là-dessus pour cet équilibre sur l'épanouissement personnel, et qui passe par le professionnel et qui est super important, et aussi justement le fait de pouvoir dormir la nuit par rapport à la sécurité financière et avoir des projets de vie personnels qui me permettent tout simplement justement d'être heureux. Ensuite, on va avoir une question de Ulrich qui fait: je sais que c'est difficile avec le Covid, mais malgré tout, est-ce que l'orga des French Wargame Days se passe bien? Pas trop de tirage de cheveux avec les reports? Si, clairement. En fait, pour rappel, c'est un événement qui est non lucratif, c'est-à-dire que tu
tu demandes aux gens de cramer du temps, toi-même, ou en tout cas les équipes, quelles qu'elles soient, hein, ça va être les bénévoles demain, ou alors tout simplement, on va dire, nos chefs de projet, et un travail qui devait prendre un certain nombre d'heures, on va dire, par rapport à l'engagement de chacun, bah, quand il est décalé, à chaque fois, c'est de nouveau des heures, de nouveau du travail, et en plus de ça, on n'a même pas cette contrepartie qui va nous nourrir, à savoir vos sourires, votre épanouissement au niveau des tables de jeu, de la nourriture et de la buvette, qui fait que, bah ouais, des fois, ça commence à être un petit peu difficile. Là, normalement, on va vers du mieux, on va vers une crise qui, on l'espère, normalement, est clairement terminée, ou en tout cas qui va se terminer, et donc pour justement l'apothéose au mois de juin. Ensuite, Constantine Valdor, on a une question similaire, un petit peu différente, qui fait quand le retour de la minute hobby. En fait, pour nous, la minute hobby, c'est vraiment la minute fourre-tout. C'est-à-dire qu'on est capable dedans de mettre, pourquoi pas, du tactica, de mettre de l'analyse de liste, de mettre du fluff, de mettre de la blague, de mettre des bêtisiers. Enfin voilà, on va vraiment être capable de tout faire. Mais ça passe pas dans nos priorités au niveau justement des contenus qu'on veut et qu'on doit sortir. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, des parenthèses dès qu'on a du temps pour le faire ou des créneaux justement pour la diffusion. Ensuite, on a une question de Nympha qui fait ça serait cool d'avoir des parties interactives, c'est du live, donc pas leg du montage, une caméra au-dessus pour voir la map, 2 caméras à 45 degrés pour voir les joueurs. Les joueurs font leur partie, donc c'est immersif au détriment du montage et c'est pas grave, comme ça on a aussi la réflexion des joueurs. En plus, rien n'empêche sur quelques choix importants, genre 4 ou 5 au sein d'une partie, de faire prendre la décision au public via un sondage rapide. Alors c'est rigolo parce que t'as raison, entre guillemets, sur la partie justement des lives où c'est moins de travail au niveau du montage, même si encore qu'aujourd'hui, bah, les vidéos montées ne sont clairement pas un problème parce qu'ils sont absorbés, on va dire, dans ce qui est provisionné au sein du montage, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 2 monteurs à temps plein, donc on a les reins pour sortir un rapport de bataille par semaine, en plus d'une autre vidéo, type un Codex Review, un Battletome Review ou d'autres choses. Donc le live n'est pas un choix de facilité par rapport justement à la charge de montage. Par contre, c'est quelque chose en plus. C'est aussi pour ça qu'on le décorrèle maintenant sur une autre plateforme. Mais on se rend compte que si justement on veut aussi rendre ces lives intéressants, et ben ça nécessite systématiquement d'avoir au moins un régisseur qui est capable de piloter les caméras. C'est ce qu'on a vu sur le dernier top 8. Par contre, par rapport à l'interaction qu'on pourrait avoir avec le chat, c'est super intéressant. Lui fait prendre des décisions, pour moi ça dépend. C'est-à-dire que si jamais on est sur quelque chose de fun à base de les gars, la charge à 10+, est-ce que vous voulez que je la tente? Oui, non, ou au contraire, est-ce que je vais jouer plus def? Ça, tous les jours, je trouve ça super cool. Sans même passer pour un sondage, tu sollicites le chat, il y a 4+1, tu décides d'y aller. Mais en fait, tu te caches un petit peu derrière le fait que t'étais fougueux, t'avais envie d'y aller et qu'il y a 2 mecs dans le chat qui t'ont dit oui. Mais c'est cool. Par contre, les interactions pour moi, bah justement déjà, ça fait partie aussi de cette migration sur la plateforme de Twitch, c'est qu'on est sur une vraie plateforme qui est dédiée et spécifique au live. Et il y a beaucoup plus d'options d'interactivité possibles. Ça va être par exemple le fait de pouvoir faire des sondages beaucoup plus rapides que sur YouTube où c'est décorrélé de la plateforme. Ça permet aussi de faire des paris avec des points de chaîne, quelque chose de complètement gratuit qui fait que plus vous regardez la chaîne, plus vous avez de points, plus justement vous allez pouvoir faire des paris, bah, je sais pas, sur le gagnant de la partie, ou au contraire vous allez même pouvoir les utiliser soit pour faire un bruit au niveau du studio, soit pourquoi pas, on pourrait imaginer demain, pour faire tirer le titan. Ensuite on a une question de Clem, longue question, je vais juste m'arrêter justement sur le point concernant votre activité, et déjà évoqué par certains ici, êtes-vous en mesure de nous dire ce qui vous manque en termes de ressources, du temps, de l'argent, de la motivation, etc. Et si oui, comment pourrions-nous vous aider à combler ces manques? Et dans un deuxième temps, qu'en est-il du j'irai jouer chez vous? Alors, déjà par rapport au manque, clairement, en termes de motivation, on en a à revendre. Parce que franchement, comme je disais tout à l'heure, on vit notre meilleure vie de passionné aujourd'hui, aussi bien sur l'aspect vraiment des moteurs et des jeux lequel on peut jouer et jouer en vous montrant les parties. Et ça, c'est super important. Il y a un vrai partage non hypocrite du plaisir qu'on prend en ce moment en vidéo. Et ça, c'est trop cool. Ensuite, bien évidemment, c'est les ressources financières, mais j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Et je rappelle que ceux qui peuvent aider, avec ou sans contrepartie, il est possible de le faire via les petits liens en description. Ensuite, pour le j'irai jouer chez vous, clairement, je vais faire un message sur les réseaux sociaux dans les prochains mois, dans lequel en fait je ferai un référencement des associations qui veulent bien m'accueillir justement pour faire une petite vidéo de présentation. Ça sera soit via un rapport de bataille sur place, mais en termes d'éclairage, le but est quand même de fournir un contenu de qualité qui permette de mettre en avant l'association. Donc ça pourrait être soit une forme de reportage qui va durer 1 minute 30, 2 minutes, que j'intègre au sein d'un rapport de bataille que les gens viennent faire au studio, ou alors tout simplement qu'on met sur un talk show comme on peut le faire le mercredi soir sur Twitch. Ensuite, on a une question intéressante de Gritch qui nous fait bravo pour le boulot, j'ai plaisir à vous suivre. Est-il prévu un portail payant pour ne plus être embêté par les publicités? Alors, par rapport justement aux différents choix qui sont faits sur la monétisation de la chaîne, vous avez pu voir déjà que les vidéos sont passées monétisées sur YouTube. Le but est pas d'avoir un revenu par rapport à cette monétisation, parce que déjà c'est pas très intéressant, mais c'est surtout que on s'est rendu compte que si jamais la chaîne n'était pas monétisée, déjà YouTube pouvait forcer la monétisation et que les revenus nous revenaient pas, et surtout qu'en termes de référencement, les vidéos étaient moins vues ou pas mis en avant à partir du moment où celle-ci n'était pas monétisée. Alors on n'est pas là pour tirer sur la plateforme, puisque de toute façon ils nous mettent à disposition une plateforme pour que vous puissiez voir le contenu, et donc ça serait contre-productif de cracher dessus. Maintenant les publicités sont mises de façon manuelle pour être à chaque fois entre les tours, et
on va dire jamais en dessous de toutes les 30 minutes. Donc quelque chose de normalement largement acceptable pour des vidéos aussi longues, sans pour autant que justement ça casse l'immersion au sein d'un rapport de bataille ou d'un codex review. Ensuite, il existe l'option tout simplement toi-même de payer YouTube Premium, qui coûte pour le coup assez cher, où nous pour le coup on touche pas d'argent par rapport à ça, mais au moins ça te permet de plus avoir les pubs pour ça. Ensuite, par rapport aux différents leviers financiers et le fait de passer par une plateforme payante, c'est marrant. Depuis le tout début de la chaîne, moi j'ai jamais voulu qu'on ait du contenu spécifique, on va dire réservé aux personnes qui payent, ou alors pas quelque chose qui vise à recruter des gens au sein de notre passion. Je parle même pas de la chaîne, mais au sein justement de notre passion au global. Maintenant, si jamais on se rend compte à l'issue de cette année, ou on va dire d'ici le mois de septembre, que financièrement on n'est pas plus serein, il y aura certainement un virage drastique qui sera fait par rapport justement à la réelle monétisation de la chaîne et de son contenu, parce que là on sera plutôt en mode survie que juste épanouissement. Ensuite, on a une question de Patsik Bouzouk qui nous fait: quel est le regard de Game Workshop sur vos productions? Avez-vous des retours, des demandes, des critiques de leur part? Et bravo pour tout. Déjà, super boostache mon petit Paxi. Alors déjà par rapport à Game Workshop, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à tout ce qui a été dit l'année dernière, suite à, on va dire, certains strikes de créateurs de contenu qui avaient utilisé leur propriété intellectuelle, tout ça, on n'a jamais été concernés nous par ça. On a une liberté d'action et de parole surtout, et c'est très important, et de toute façon il n'en aurait pas été autrement par rapport justement à leurs produits, à leurs jeux, à leur politique. On peut vraiment dire tout ce qu'on veut par rapport à ça. On est régi à une clause de non-divulgation d'informations quand on a des informations qui sont confidentielles, mais d'ailleurs on peut dire ce qu'on pense de tout, vraiment tout, et ça c'est super positif. Après, par rapport à eux, leur regard par rapport à nos productions et au retour, c'est très positif. Ils sont très contents justement d'avoir un média en français qu'est FWS. Ils veulent de plus en plus travailler avec nous. Il y a plein de projets sur lesquels je ne peux pas parler, mais en fait vous allez voir que on va limite être main dans la main avec eux pour vous proposer du contenu de qualité sur des nouvelles sorties. Et au niveau des critiques, pour le coup ils sont plutôt dithyrambiques par rapport à ce qu'on fait, et ils sont surpris par deux choses. La première, et c'est vous les gars, c'est le fait d'avoir une communauté française bienveillante, ultra soudée, bruyante, mais dans le bon sens du terme en fait, puisque justement vous suivez à chaque fois qu'il y a des initiatives à l'international, et ça clairement justement ils en reviennent pas de se dire que finalement pour eux un petit marché justement est très soudé et est très solide, et ça pour le coup ça leur plaît énormément. Et pour la partie FWS aussi, ils sont surpris que justement une chaîne qui est sponsorisée par sa communauté arrive à atteindre un niveau de qualité, en tout cas de professionnalisme. Je parle pas de l'humain, mais je parle de la technique derrière, qui justement arrive à challenger les chaînes américaines. Ensuite, avant-dernière question, ça va être celle de Midnighter qui nous fait: quel niveau de relation a-t-on avec les éditeurs? FWS est-il comme un relais de France junior, un partenaire avec exclusivité, un gold partenaire? Que faire pour avoir plus d'investissement des éditeurs sur le marché français? Alors clairement, on parle pas d'exclusivité avec les éditeurs, déjà parce qu'on n'a pas le poids de le faire, et puis que c'est même pas très intéressant. Faut qu'il y ait une cohérence si tu veux par rapport à ça, c'est-à-dire que si ils te proposent, on va dire, un tarif qui est pas du tout acceptable, mais qu'à côté de ça, tu as la primeur d'une news, tu peux toujours, on va dire, avoir ce genre de négociation, même si pour le coup c'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose dans lequel on peut éventuellement se projeter. Il n'y a pas ce genre, on va dire, d'exclusivité, de partenariat en France, ça n'existe pas, et même aussi bien pour eux que pour nous, ça serait pas très intéressant. Ensuite, par rapport justement à ce que tu dis sur l'investissement des éditeurs en France, moi je vais plutôt le dire en français. Aujourd'hui, je pense que la plus grosse tolérance, c'est qu'il y a des jeux de qualité, qui soient via Kickstarter ou via des énormes éditeurs, qui ne sont pas nécessairement traduits. Et bien finalement, déjà pour la partie aujourd'hui des jeux de nos cœurs, c'est-à-dire les produits Game Workshop, les licences en tout cas de la propriété intellectuelle de Game Workshop, comme j'en parlais avant, le simple fait que vous soyez derrière FWS et qu'il y ait cette forme de rayonnement, on va dire même à l'international, avec Gibraltar, avec justement d'autres choses aussi, notamment sur la plateforme Twitch, le fait d'être repéré à l'international par Game Workshop, ou en tout cas par les viewers anglophones, ça joue beaucoup, et ça encourage aussi même un Game Workshop à de plus en plus traduire ses jeux. Mais ça, on en reparlera. Ensuite, ta question était: aurons-nous des tours de France des associations, des boutiques, des célébrités jouant au Wargame, des crossovers avec des influenceurs hors Wargame ou susceptibles de se mettre au Wargame? Et il est où le tatouage I8, fesse gauche, fesse droite? Y aura-t-il une vidéo ou un live de la souffrance? Alors, oui. Alors, par rapport déjà au souhait justement de faire des tours de France, ainsi de suite, c'est avec plaisir. Il faudrait juste un 8e jour dans une semaine, déjà pour l'instant. Et ensuite, clairement, ça fait partie justement de j'irai jouer chez vous. Donc, cette question, elle a déjà été abordée. Par rapport ensuite au crossover avec les différents influenceurs, ça a déjà été potentiellement justement fait. Déjà avec MAF et Best Marmotte pour justement faire leur première partie sur la chaîne. Moi, j'ai envoyé des bouteilles à la mer en proposant aux gens qui étaient susceptibles de se lancer de venir faire leur partie sur FWS avec ou sans caméra. D'ailleurs, déjà juste les accueillir ici et de proposer un cadre sympathique pour faire leur premier jet de dés. Donc ça, je trouvais ça assez cool. Ensuite, pour le tatouage, clairement, de toute façon, je me suis engagé à le faire et c'est pour la mucoviscidose. Alors, c'est sûr que ça va être fait. En gros, tout à l'heure, on a aussi parlé justement de ce projet
de salle de jeu. Et en fait, tout simplement, ça sera à l'occasion justement d'un stream dans cette fameuse salle de jeu que je me ferai tatouer. Alors, ensuite, on a un message assez long de Gibbs qui fait: bonjour à toute l'équipe, bravo pour toute l'équipe pour le parcours jusqu'à aujourd'hui. Il est indéniable que les vidéos sorties cette dernière année ont pris un gros up, tant en termes de qualité que de quantité. Les rapports de bataille sont de plus en plus dingues au niveau de l'immersion et du montage. Cependant, ne pensez-vous pas que la hype de FWS a été construite surtout par les lives du jeudi soir bien délirants, avec des parties finalement très divertissantes et drôles, ainsi que des battles de peintres vraiment loufoques. Je pense que bien des tipeurs dont je fais partie ont adhéré et contribué car le live du jeudi nous accompagnait lors de nos sessions peinture. Avez-vous donc le projet et le temps d'un retour un petit peu plus fréquent des lives du jeudi soir? Merci. Déjà merci à toi mon petit Gibbs pour cette question. Par rapport au live du jeudi soir, comme on l'a déjà dit, maintenant ils seront le mercredi soir, mais c'est plus dans un souci de calendrier au niveau justement des vidéos sur YouTube et de ce qui est imposé pour continuer d'avoir un référencement qui soit positif sur cette plateforme et aussi pouvoir continuer aussi bien de recruter des gens dans notre passion qu'aussi derrière FWS. Ensuite, par rapport justement au manque de live, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a eu 490 heures de live sur la plateforme Twitch l'année dernière, ce qui correspond littéralement à un deuxième travail. Donc je pense malheureusement que c'est juste que tu n'avais pas migré sur la plateforme et que tu n'as pas pu voir tout ça, puisque pour le coup, il y a beaucoup plus de peinture sur Twitch que sur YouTube, il y a beaucoup plus d'interaction et même d'intimité par rapport à ça, et de ce que tu décris par rapport justement au live du jeudi soir qui accompagnait tes soirées peinture, je pense qu'on est vraiment dans une optique de live et donc beaucoup plus en accord avec l'ADN de ce qui se fait sur la plateforme Twitch. Et pour terminer sur cette question par rapport justement à ces fameux créneaux du live, donc maintenant le mercredi soir à 20h30, le but c'est avant tout d'avoir un créneau fixe, c'est-à-dire de se donner rendez-vous, après que derrière ça soit pour justement une forme de talk show. Finalement le compte est rempli parce que c'est avec des humains, donc il y a un aspect beaucoup plus chaleureux ou aussi beaucoup plus accessible par rapport à ça et à justement ce que tu vas percevoir de nous derrière la caméra. Et ensuite c'est pas limité justement qu'au talk show, ça pourrait être des rapports de bataille pour tester des codex, tester des scénarios fluff, complètement, pourquoi pas à la limite justement avoir une interaction avec le chat et faire péter le titan et donc finalement créer quelque chose de loufoque comme tu le décris. Voilà les amis, cette petite fac pour commencer, même si c'est déjà bien le cas, 2022 est maintenant terminé. J'espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, que justement vous avez eu des réponses à vos interrogations, vos inquiétudes, ou juste que vous avez aimé entendre cette petite voix pendant ta session peinture, ou pendant que tu t'endors, je ne sais pas. Si jamais vous voulez continuer justement de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire bienveillant, les gars, je vous jure, c'est du carburant, c'est galvanisant. Et si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour justement sur Tipeee, le lien est en description, et c'est clairement ça qui nous fait vivre. Donc encore une fois, je vous suis ultra reconnaissant pour l'année 2021 que vous nous avez permis de vivre. Un grand merci à vous, aussi bien personnellement que professionnellement, ou comme l'a dit Eltion tout à l'heure, justement sur l'intégralité justement des personnes qui sont autour d'FWS, professionnels ou bénévoles. Donc un grand merci à toi derrière ton petit écran pour ça. Et je vous fais un gros bisou et à plus les Wargamers.